Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous et voici les titres de ce jeudi. Le gouvernement encourage le printemps des actionnaires de plus en plus remonté contre les rémunérations des dirigeants d'entreprise. À Air France, la prime de l'ancien directeur général a été refusée à une écrasante majorité. Alain Juppé va-t-il sortir du rôle de sage qu'il affectionne pour descendre dans l'arène, se joindre à la guerre des chefs à l'UMP? Il dément être candidat pour l'instant et il dément également avoir déclaré être le mieux capé pour la fonction. Commission de Bruxelles, Cour des comptes, le gouvernement face aux mises en garde répétées sur les finances publiques et les faiblesses de l'économie française. Des mesures de rigueur vont-elles s'imposer dès cet été? Ce sera le débat du 19 h avec nous, les économistes Jean-Hervé Lorenzi. L'un a soutenu donc François Hollande, c'est lui, et à ses côtés Dominique Roux. Lui a soutenu Nicolas Sarkozy. Tous deux sont membres du cercle des économistes. Et puis le dossier du 19 h, le dumping social, après la mise en cause de Norbert d'Entresangles, qui emploie des routiers polonais ou roumains, mais d'autres secteurs, nous le verrons, comme le bâtiment et l'agriculture, sont concernés. Les patrons donc face à l'affront des actionnaires sensibles aux règles de moralisation édictées et répétées par le gouvernement. À Air France, il y a quelques instants, la prime de 400 000 € versée à l'ancien directeur général, Pierre-Henri Gourgeon, a été rejetée, alors que l'actuel président, Jean-Cyril Spinetta, s'est engagé à ne pas avoir de prime de départ. Pas de parachute doré, la formule pourrait faire sourire au sujet du numéro 1 de la compagnie aérienne si celle-ci ne traversait de sérieuses turbulences. Reportage sur place de Nathalie Guillouard. C'est presque sans surprise que l'Assemblée générale d'Air France KLM a refusé de valider la prime versée à l'ancien directeur général du groupe Air France, Pierre-Henri Gourgeon. La volonté du gouvernement d'agir sur les salaires des dirigeants des grands groupes publics a donc eu raison de ces 400 000 € promis à l'intéressé. Tout au long de la journée, les échanges ont été vifs au sein de l'Assemblée générale. Le président d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a même été conspué par les actionnaires présents, peu convaincus par son argumentaire sur des rémunérations exceptionnelles. Comme pour calmer la polémique, il a annoncé publiquement renoncer à tout parachute doré à son départ. Ces turbulences internes s'ajoutent à celles que rencontre déjà la compagnie aérienne. Plan social, gel des salaires, des embauches et des investissements. On demande à tout le monde de faire des économies, je pense que les salariés l'ont bien compris. On a accepté, nous les partenaires sociaux, le gel des salaires sur 2012 et 2013 sans faire de barouf là-dessus parce qu'on s'est dit qu'effectivement il fallait peut-être faire quelque chose. Dans le même temps, aujourd'hui, donner 400 000 € à M. Gourgeon qui n'a pas vraiment fait grand-chose pour Air France et ses filiales, c'est littéralement honteux, inacceptable. Reste à savoir si l'ancien directeur remboursera sa prime. Les syndicats en font une question de moralité. Et nous pensons au SNPNC que l'exemple doit venir d'en haut. Et l'exemple d'en haut, c'est forcément du directeur général. Ce ne serait pas une première. Henri Proglio avait renoncé à sa double rémunération, quittant Veolia à la demande de Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances. Et chez Safran, l'équipementier aéronautique, l'Assemblée générale des actionnaires a refusé aujourd'hui d'accorder un parachute doré et une retraite chapeau au PDG. L'État, qui détient 30% des droits de vote, avait manifesté son opposition à ces deux mesures, qui pourtant avaient été adoptées à l'unanimité du conseil d'administration il y a un peu plus d'un an. L'imbroglio se poursuit à la CGT autour de la succession de Bernard Thibault. Ce dernier a été à nouveau désavoué par le Parlement du syndicat, qui a rejeté la candidature de Nadine Prigent. L'insistance de Bernard Thibault à voir une femme lui succéder dans un an et à barrer la route au monsieur retraite de la CGT, Éric Aubin, participe du malaise actuel. La direction de la CGT est chargée ce soir de définir une méthode et un calendrier. La loi contre le harcèlement sexuel sera rédigée par le gouvernement. C'est le choix du Premier ministre qui aurait pu également retenir l'une des 5 propositions, 3 socialistes, une communiste et une UMP déposées au Sénat. Mais ce sont les ministres de la Justice et des Droits de la Femme qui donc rédigeront un projet de loi. À noter également que le Sénat auditionnera après les législatives les ministres concernés par le retour partiel à la retraite à 60 ans. C'était une volonté exprimée notamment par la présidente du groupe communiste, Annie David. Et de 3, la guerre des chefs à l'UMP s'élargit-elle à Alain Juppé? Ce dernier s'est empressé de démentir les propos qui lui sont prêtés par Paris Match. « Je suis le plus capé, il n'y a pas photo ». Elisa Bertholomé et Mounir Soussi. Alain Juppé, le plus capé pour l'UMP.
Selon l'hebdomadaire Paris Match, la position de l'ancien Premier ministre est claire. Entre Jean-François Copé et François Fillon, il n'y a pas photo. Le meilleur, c'est lui, Alain Juppé. En campagne pour soutenir la candidature de Benjamin Lancard à Paris, l'intéressé réfute ses propos. Je regrette tout à fait qu'une mauvaise interprétation de ce que j'ai pu dire alimente d'une manière ou d'une autre ces commentaires. Moi je suis là pour aider, pour rassembler, pour unir et pour rien d'autre. Et vous ne pensez pas au mois de novembre pour le moment? Nous sommes en juin, ça ne vous a pas échappé. Non, pas encore, nous sommes le 31 mai. Pas question donc de donner l'image d'un parti divisé. Jean-François Copé ne dit pas autre chose. Le secrétaire général de l'UMP a tranché. Le débat est clos avant même d'avoir commencé. Les discussions auront lieu plus tard, en novembre, au moment du congrès. Et les chefs l'affirment, novembre c'est loin, cap d'abord sur les législatives. Chaque chose, bon, d'abord je gagne les législatives et ensuite je vous réponds. Non, mais moi j'ai l'honneur de recevoir Alain Juppé aujourd'hui. Vous avez beaucoup de militants qui sont là, on a l'honneur de recevoir un homme d'État et qui va au-delà des clivages gauche-droite. Benjamin Lancard a la cote auprès des ténors du parti. Avant Alain Juppé, François Fillon était venu le soutenir. Même Jean-François Copé pourrait se déplacer, comme s'il fallait se montrer aux côtés du président des Jeunes Populaires pour espérer la présidence de l'UMP. Le Parti socialiste retire son investiture à Sylvie Andrieux dans les Bouches-du-Rhône. La députée sortante a été renvoyée en correctionnel dans une affaire de détournement de fonds publics au profit d'associations. Elle a décidé de maintenir sa candidature. Alors que France Télévisions peine à atteindre son objectif de recettes publicitaires, David Assouline dénonce une réforme qui a échoué. Selon le président socialiste de la commission de contrôle de l'application des lois, en effet, la fin des spots après 20 heures a coûté plus de 600 millions d'euros en 4 ans à l'État, sans que cela d'ailleurs change quoi que ce soit quant à l'orientation générale des programmes. David Assouline. Parlons tout d'abord de la mesure phare, la suppression de la publicité. Elle était emblématique de la réforme. Elle est à mon sens emblématique de son arrêt secondaire, mais je ne l'ai pas vue. Et a été rapide, tellement rapide qu'elle est intervenue avant l'adoption de la loi. Cette décision, d'ailleurs, a été jugée a posteriori comme illégale par le Conseil d'État. C'est la question que nous posons ce soir dans le 19h. François Hollande va-t-il devoir réviser, voire enterrer certaines de ses promesses coûteuses suite aux sévères mises en garde de la Cour des comptes et de la Commission de Bruxelles? Le gouvernement maintient qu'il reste sur sa trajectoire d'une baisse du déficit des comptes publics, mais la conjoncture et puis les faiblesses de l'économie française pourraient conduire à plus de rigueur. Florence Maurice. Oui à la réduction des déficits, mais pas question de se laisser dicter la méthode par Bruxelles. Aux recommandations inquiètes de la Commission européenne sur son programme économique, le gouvernement répond avec fermeté. C'est à nous aussi de définir notre voie pour la compétitivité à la française. Qu'on nous laisse aussi mener notre politique économique, notre politique sociale, cette politique de redressement dans la justice. Entre Paris et Bruxelles, les divergences sont profondes. Et certaines recommandations de la Commission sont un désaveu complet des promesses électorales de François Hollande. Maintenir la TVA sociale, que François Hollande veut supprimer, assouplir le marché du travail pour faciliter les licenciements, ne pas toucher au SMIC qui pourrait justement être réévalué, et aussi aller plus loin dans la réforme des retraites, alors que le gouvernement s'apprête à rétablir le départ à 60 ans pour certains salariés. La Commission, sachant que le gouvernement et une nouvelle majorité viennent de s'installer, veut exercer une pression pour pas qu'il y ait des politiques qui soient totalement contradictoires avec ses orientations. Donc elle le fait de manière un petit peu insistante, mais pour le moment, elle a très peu d'éléments de fait pour juger de quelle sera la politique du gouvernement. Si la France ne respectait pas son engagement d'un déficit à 3% en 2013, Bruxelles envisage de prendre des sanctions. Le gouvernement promet donc bel et bien des économies, mais pas avant la fin du mois de juin. Manière de ne pas trancher avant les élections législatives. Nos deux invités, donc Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes qui est avec nous et qui, donc, je le disais tout à l'heure, a apporté son soutien au candidat Hollande. Avec vous et face à vous, Dominique Roux, membre du même cercle et qui lui donc a soutenu Nicolas Sarkozy. Avant d'aborder les questions de fond, là, les recommandations de Bruxelles et puis également la mise en garde de la Cour des comptes, même si on attend son audit sur les finances publiques dans une quinzaine de jours maintenant. Votre avis sur l'offensive du gouvernement contre les salaires des grands patrons? L'écart de 1 à 20 dans les entreprises où l'État est présent vous semble-t-il justifié au nom de la moralisation? Jean-Hervé Lorenzi.
Moi, je veux dire, c'est très difficile de savoir si c'est 1 sur 20. Je suis absolument incapable de savoir si c'est bien. Je pense aussi qu'il faut toujours être pas trop éloigné de la réalité, de ce que les gens pourraient toucher ailleurs. Donc, il faut être mesuré. Bon, ce chiffre de 20, vous m'avez dit 22, peu importe. Ce qui est mais là, évident, je vous donne le chiffre officiel, oui, moi. Le chiffre officiel. Ce qui est évident, c'est qu'il y a dans tous les pays du monde, vous en souvenez, il y a quelques jours, ça s'est passé à Londres, pour un grand banquier, beaucoup d'énervement sur les rémunérations des dirigeants. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit les entreprises publiques qu'on trouve les choses les plus étonnantes. Donc, en fait... Vous êtes pour ou contre, vous auriez préféré le statu quo, en quelque sorte, alors? Non. Moi, je pense qu'il faut, si vous voulez, je pense qu'il faut remettre beaucoup de bon sens dans les rémunérations. Alors, là-dedans, il me semble que l'affaire des salaires publics, l'État n'a que ce moyen-là pour agir, donc il le fait pour les autres. Ça peut avoir une valeur d'exemple, hein. On va voir ce qui va se passer dans les autres entreprises, on ne sait jamais. Dominique Roux, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, ces histoires d'écart de rémunération, c'est vieux comme le monde. Le Parti socialiste, il y a déjà fort longtemps, avait dit dans la fonction publique qu'il ne peut pas y avoir d'écart de plus de 1 à 8. Puis, avec le temps, tout ça, il y a eu des primes et tout ça a disparu. Il faut faire quand même très attention. Trouver un grand chef d'entreprise aujourd'hui, c'est très difficile. Trouver un mauvais, c'est très facile. Mais comment on faisait il y a 10 ans où l'écart de rémunération n'était pas si grand, notamment dans les entreprises détenues par l'État? On donnait des primes et des avantages. Il y avait des quantités d'avantages. Si vous prenez le cas d'Air France, tout le monde sait que le personnel voyage quand même dans des conditions plus favorables. À la SNCF aussi, à l'EDF, ils ne payaient pas le courant. Donc, si vous voulez, on trouvait toujours des moyens pour arranger tout ça. Non, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de symbolisme. Tout est de symbole. On fait que du symbole. On marche à pied, en vélo, en bicyclette, on va en voiture, on ne prend plus l'avion, etc. Donc, il faut dire qu'on est en campagne électorale, surtout. On est en campagne électorale pour les législatives. Donc, on fait du symbolisme, on prépare l'opinion. Le dur va arriver. Le dur va arriver un peu plus tard. Et là, on verra. On en parle tout de suite, nous, alors. Hein, vous êtes d'accord tous les deux. C'est pour ça que vous êtes là. La Commission de Bruxelles, donc hier, dans ce rapport publié, s'inquiète notamment des hausses de salaire en France. Mais attention, hein, pas celles des hauts patrons, des grands patrons. Elle pointe un décalage entre l'augmentation du coût de la main-d'œuvre dans notre pays par rapport à l'augmentation de la productivité. Alors, dans ces conditions, une question toute simple, là encore, est-ce qu'il faut un coup de pouce au SMIC, Hervé Lorenzi? Non, alors là, c'est votre question et je réponds autrement. D'abord, moi, je suis très énervé. Alors, ça n'a aucun rapport avec ni M. Hollande, ni M. Sarkozy. Je suis très énervé que la Commission de Bruxelles sorte ce devoir de première année de sciences économiques pour expliquer que ceci, que cela. Chaque pays en Europe a sa politique. Nous avons un rendez-vous qui doit être respecté, qui consiste à dire que nous allons réduire nos déficits de tant %. Il se trouve qu'en 2013, ça doit être de 3%, à 3%. Point. Maintenant, c'est pas à la Commission de Bruxelles et à la fonction de Bruxelles. Vous ne voulez pas les écouter parce que ce ne sont pas vos thèses? Non. Je dis juste, alors là, je vais vous dire, il n'y a pas la Commission de Bruxelles de fixer la politique économique des pays. Je suis farouchement opposé à cette idée. Donc ça n'a aucun rapport avec le contenu. Maintenant, sur le contenu, il porte sur un problème majeur que nous avons en France, qui ne date pas d'il y a 15 jours, qui date d'il y a 10 ans. Ou plus exactement, qui a démarré de manière très significative, il y a, vous savez, au moment où notre déficit public, nos déficits des comptes extérieurs ont été nettement négatifs et qui font que notre pays a perdu de sa compétitivité. Et maintenant, il faut... Alors moi, je veux bien qu'on raconte que la Commission économique participe à ce débat pour dire, voilà, des solutions, etc. Le coût de la main-d'œuvre. Il est évident, on a perdu 10%. Ça date pas d'il y a de 15 jours. Il est pénalisant pour notre compétitivité, oui. Enfin, attendez, soit si je réponds en économiste, je dis qu'il y a, à mon sens, au moins 5 raisons qui font que nous avons eu cet effondrement. Alors 5 raisons, d'accord, mais d'accord. Vous pouvez les énumérer rapidement. C'est évidemment la perte c'est l'augmentation du coût du travail. Oui. C'est deuxièmement l'augmentation des charges sociales, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important. Troisièmement, le fait que nos gains de productivité ont été faibles, ça veut dire troisièmement. Quatrièmement, c'est le fait que
notre système de protection sociale est aujourd'hui assez inadapté sur certains points. Et cinquièmement, c'est le fait que notre dispositif vis-à-vis des jeunes, ce qui me paraît le plus important, est en fait totalement inadapté. Voilà, donc, voilà. On trouve des éléments dans des conclusions d'ailleurs de la Commission de Bruxelles. Non mais je veux dire, je mets 3 élèves de première année de Sciences Éco, ils vous diront la même chose. Ah bon, ok. Voilà. Est-ce que vous faites confiance au nouveau pouvoir pour éventuellement envisager des réformes de structure allant justement vers une meilleure compétitivité des entreprises françaises? Juste une petite introduction. Je suis d'accord avec Jean Hervé quand il dit que le Bruxelles n'a rien à voir dans la politique économique de la France. On fait ce qu'on veut. Même si je ne partage pas les avis du gouvernement, il fait ce qu'il veut. Bruxelles, qui s'occupe de Bruxelles et qui laisse les Français s'occuper de leur pays. Ceci dit, il est clair que la compétitivité est mauvaise en France. Regardez le déficit de la balance commerciale, 73 milliards de déficit. C'est pour ça qu'on est toujours un peu anxieux pour les gens qui veulent relancer par la demande. Vous savez, pour la croissance, il y a 3 piliers à la croissance. Il y a la consommation, il y a l'investissement et il y a l'exportation. Les trois, il faut les trois en même temps. L'exportation, c'est presque 20%, c'est pas négligeable. Or, relancer par la consommation, relancer par la demande, comme on dit aujourd'hui, c'était ce qu'on a fait pendant des années dans un monde d'économie fermée. Vous allez peut-être parler tout à l'heure des problèmes des camionneurs, des chauffeurs. Oui, on va en parler avec vous et puis avec un invité. Vous allez voir, ça va être édifiant, on va apprendre des choses. Eh bien, avant de venir, j'ai regardé que le SMIC français était à 1398 € et le SMIC roumain à 161. Donc, c'est pas la peine de discuter longtemps. Il y a un problème. C'est 1398 en France, 1161. Pour l'entreprise qui va embaucher des chauffeurs, il est clair qu'elle va s'installer en Roumanie pour transporter les marchandises. Donc, ça veut dire qu'on n'augmente plus du tout jamais les salaires en attendant d'être rattrapé par les Roumains. Ça va prendre des décennies. Je veux montrer l'ampleur du problème. C'est un problème immense. C'est pas si simple. C'est pas en claquant des doigts qu'on va rétablir la compétitivité. Mais il ne faut pas la détériorer un peu plus. Parce que là, ça serait quand même très grave. Alors, pour l'instant, les réformes de structure, je ne les vois pas. Je connais le programme du candidat. Je connais ses manifestations pour essayer d'attirer quelques électeurs sur des bricoles, sur la voiture pour aller à Bruxelles. Alors, il va quand même pas à la nage aux États-Unis. Mais le fond du problème est le dur. Alors, répondez, Jean-Hervé Lorenzi. Alors, répondez pour François Hollande. Je suis évidemment pas du tout d'accord avec mon ami Dominique, mais ça fait partie aussi du jeu. Je ne suis pas d'accord avec sa présentation d'une politique dite de relance de la demande. Parce qu'en réalité, quand on parle précisément de ce qui est en jeu, on est en train de parler d'un coup de pouce au SMIC. C'est pas ça qui va bouger de manière massive la demande. Oui, alors si la proposition c'est de dire que c'est le symbole, restons au symbole. La politique de l'offre. Elle revient à dire que le fond de notre affaire et notre perte de compétitivité, c'est que nous avons en réalité perdu la main, on va dire, sur la capacité de développer, vendre des produits. Il est clair que c'est en développant nos capacités d'innovation, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait sur ce plan-là tellement de débats en France. Tout le monde est convaincu du fait que notre compétitivité... Est-ce que vous espérez des réformes de structure de la part du nouveau pouvoir ? Oui, mais bien sûr. Moi, je vais vous dire, d'abord, c'est très difficile de juger, sauf le talent de devin de mon ami Dominique Roux, se juger au bout de 15 jours, ça me paraît rapide. Le programme, on peut dire qu'il est assez, pour le moment, encore un tout petit peu en ligne. Donc, bien entendu qu'il va y avoir des réformes de structure. En fait, vous nous dites que ça va bouger en fonction des circonstances et de la réalité économique qui va se rappeler à nous. Non, juste un point. La principale, alors c'est une opinion qui peut être passée dans le gouvernement, du moins j'espère que ça le sera. Le cœur du sujet, parce qu'il faut bien qu'on tire sur un fil pour la compétitivité, c'est quand même jouer sur la jeunesse de notre pays qui est quand même l'actif le plus important que nous avons. La jeunesse, effectivement. Alors, Didier Bigot, on l'a senti très inquiet hier, le président de la Cour des comptes, sur les comptes publics. Est-ce que vous pensez qu'on va tout droit vers des mesures de rigueur dès cet été, d'après vous
Oui, forcément. Oui, Forcément. Vous avez une dette française de 1700 milliards, vous avez un déficit public de 120 ou quelques milliards. Il va bien falloir faire quelque chose rapidement. Quelque chose, ça veut dire des impôts supplémentaires. Et si vous voulez arriver moins de dépenses. En 2013 à 3%, il est clair que 1% c'est de l'ordre de 20 milliards, il va falloir trouver 40 milliards. Bon, c'est pas la peine. Ça, comme disait Jean-Hervé, c'est première année de sciences éco. Il y a une vraie séparation entre les programmes des uns et des autres. C'était le partage que l'on fait entre l'augmentation des impôts et la réduction des dépenses. Oui. C'est ça le sujet. Oui. Il était d'ailleurs, quand on regardait bien, pas massif, parce que dans un cas, on disait que c'était 2 tiers, 1 tiers, dans l'autre cas, moitié-moitié. Maintenant, faut-il que ça se fasse ? C'est ça le sujet. On va évidemment augmenter les impôts, évidemment, si vous appelez ça la rigueur, évidemment il y aura de la rigueur, et on va évidemment réduire les dépenses. Moi je souhaite que le sujet, c'est l'art. La politique économique, c'est un art d'exécution, que ce soit fait habilement, avec une seule idée fixe, c'est que ni l'un ni l'autre ne joue sur la croissance. Très bien. Alors, je suis d'accord avec Jean-Hervé, on était médaille d'argent en matière de prélèvement fiscal en Europe, il va y avoir le championnat d'Europe bientôt, la Coupe d'Europe bientôt. Avec le Parti Socialiste, on va devenir médaille d'or. C'est-à-dire on avait 44% de prélèvements obligatoires. C'était les Suédois qui nous battaient. On veut absolument rattraper les Suédois. Les classements, parfois, ils sont interprétés. La question, alors je renvoie, j'adore les formules de Microu, mais la question n'est pas de savoir si on a la médaille d'or ou non, c'est de savoir qui l'a. Et l'idée, c'est de se dire, on va répartir là aussi de manière un peu plus égalitaire les impôts. À propos du coût de la main-d'œuvre en France, justement, des affaires éclatent régulièrement dans l'actualité et révèlent que des entrepreneurs pratiquent le dumping social à l'intérieur même de nos frontières. Ainsi, hier, Norbert d'Entresangles, dont on connaît tous les camions rouges sur les routes, a vu 4 de ses sites perquisitionnés. Le soupçon porte sur l'emploi de chauffeurs polonais ou roumains et donc, vous l'avez rappelé, payés beaucoup moins cher. Rabika. Pendant plusieurs heures, des agents des douanes, des services fiscaux et des gendarmes ont passé hier au peigne fin 4 sites du transporteur Norbert d'Entresangles. Ces fouilles avaient pour objet de contrôler les conditions d'embauche de conducteurs étrangers. C'est le syndicat CFTC qui a lancé l'alerte. Le leader du transport routier français emploierait de la main-d'œuvre polonaise et roumaine en France sous contrat étranger. C'est de la fraude organisée parce qu'on paye des salariés de manière totalement anormale, ce qui favorise en même temps un dumping social très profond dans cette profession. Et cette profession n'est plus moralisée à cause de ces transporteurs qui trichent. Pour la Fédération nationale des transporteurs routiers, cette affaire n'a rien d'inédit et le dumping social ne serait qu'une conséquence de la libéralisation des marchés. Selon son président, pour rester compétitives, les entreprises ont tout intérêt à monter des filiales à l'étranger pour employer une main-d'œuvre bon marché. Du transport routier français, ce sont ces déficits de compétitivité. Nos entreprises exercent leur activité dans une Europe qui n'est pas harmonisée. Les conditions sociales sont différentes d'un pays à l'autre et ça crée des déficits de compétitivité très importants. Même les Allemands de l'Ouest, le coût de l'heure de conduite en Allemagne de l'Ouest est 1/3 inférieur au coût français de l'heure de conduite. Norbert d'Entresangles emploie 33 000 salariés dans le monde, dont 15 000 en France. Pour l'heure, une enquête est en cours. Elle permettra de déterminer si les conditions d'emploi de ces travailleurs étrangers sont conformes au droit du travail français. Voilà, Pascal Pavageau de Force ouvrière nous a rejoint, un grand connaisseur de ces méthodes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors oui, on se demande, est-ce que c'est vraiment illégal ou pas? Est-ce qu'il y a des accommodements, des contournements subtils de la loi de notre pays? Écoutez, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple du transport routier. Malheureusement, il existe, et on le sait, dans d'autres filières, dans le BTP notamment, ou dans la filière agroalimentaire, par exemple. Donc, où on a des cas, effectivement, avérés de ce type-là, c'est-à-dire de travailleurs, en général de pays de l'Est, donc à niveau de salaire extrêmement bas. On est sur des niveaux de l'ordre de 1 à 4 euros de l'heure. C'est ça le niveau des salaires. Ça concerne combien de centaines de milliers de salariés dans notre pays? Si on applique aujourd'hui les données du ministère du Travail, on peut estimer avoir à peu près 350 000 salariés dits détachés, c'est-à-dire provenant d'autres pays exerçant en France, alors que le contrôle n'est réalisé par nos services de l'inspection du travail en France, sur le territoire national, que pour 1/3 d'entre eux. Donc on peut
estimer ou avoir la crainte que environ 200 000 travailleurs passant au travers des mailles de tout contrôle, de toute réglementation, se retrouvent dans une situation d'illégalité comme celle-ci. Il y a autant d'emplois perdus, bien sûr, pour les salariés français. C'est non seulement autant d'emplois perdus pour les salariés français, mais c'est en plus conduire systématiquement à un alignement salarial vers le moins-disant, vers le plus bas. C'est en plus, en termes de conditions de travail, faire venir ces salariés des pays de l'Est, souvent d'ailleurs par des filiales allemandes en matière intérimaire, pour ensuite réellement les exploiter, parce qu'il faut voir ensuite les conditions de travail de ces salariés. Par exemple, je sais que dans le bâtiment c'est assez dur. Les Polonais par exemple, ils acceptent de travailler 15 heures par jour, quasiment. Ils sont à des heures absolument incroyables, pour effectivement 1,5 € de l'heure. Ils ne sont pas formés. S'ils se blessent, ils sont envoyés manu militari. Parfois, on leur défalque sur leur maigre paye le trajet de retour pour aller se faire soigner dans leur pays d'origine. Et on est également dans une situation où on les parque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans un espèce de, soit dans des caravanes temporaires pour le temps où ils sont en France, ou alors ils dorment sur les chantiers, ou ils dorment dans des locaux qui sont loués. Et on leur défalque également de leur maigre salaire le fait de pouvoir se loger et d'avoir accès à l'eau et à quelques nourritures. D'accord, vous décrivez leur misère sociale en quelque sorte. C'est une véritable misère sociale. On a l'impression que pour eux, la France peut être un Eldorado également. Alors, mais non, parce que si vous partez, l'exemple qui a été donné en matière de prix tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes dans un pays où on se retrouve avec des salaires qui sont équivalents à 0,5 € de l'heure, le fait de gagner 4 € de l'heure, c'est évidemment pour vous et votre famille bénéfique. Donc vous acceptez n'importe quoi et vous acceptez quelque part d'être un acteur de ce dumping social européen tout en étant la victime. Qui mettez-vous en cause d'abord? Aujourd'hui, c'est clairement l'Europe et la directive service qui sont en cause, avec du fait également d'une libéralisation. Alors Bruxelles qui donne des leçons à l'économie française. Qu'elle revoie sa directive service, qu'elle re-réglemente, qu'elle permette des contrôles et des sanctions, qu'elle permette par exemple que les déclarations des travailleurs détachés dans un pays ne soient pas uniquement sur le pays qui les accueille, mais aussi sur le pays de départ, ce qui permettrait un double contrôle et donc de vérifier au niveau européen que ceux qui partent sont bien enregistrés à l'arrivée et réciproquement. Donc bref, au lieu de donner des leçons soi-disant sur le fait qu'il faudrait faire plus de rigueur et plus d'austérité, que l'Europe se mette à faire son boulot en matière de réglementation et en matière de respect du travail pour l'ensemble des travailleurs des 27 pays européens. Mais l'Europe, c'est pas chacun chez soi. C'est à l'Europe, sur ce genre de chantier-là, de travailler sur une directive qui est aujourd'hui européenne. Donc, le rétablissement d'un certain nombre de règlements, bien évidemment, avec l'ensemble des pays concernés, c'est de faire en sorte d'installer un salaire minimum dans chacun des pays, c'est de faire en sorte d'installer des conditions sociales acceptables dans chacun des pays, et c'est de faire en sorte qu'on arrête cette espèce d'esclavagisme aujourd'hui. D'accord. Juste un mot, Dominique Roux, Jean-Hervé Lorenzi, vous avez écouté ce témoignage. Tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire. La directive européenne a été mal faite. En Allemagne, ils ont le même problème, parce que c'est encore pire, parce qu'ils n'ont pas de SMIC. Donc ils arrivent de Pologne, il n'y a même pas le SMIC pour les protéger quand ils travaillent en Allemagne. C'est doublement effrayant, c'est effrayant pour les gens qui sont victimes de ça, et c'est surtout effrayant pour notre système de valeurs, parce que l'Europe, au lieu d'être cette espèce de pourvoyeur de leçons à tout le monde, ferait mieux de... Là, on est sur notre système de valeurs, et notre système, au fond, ce que nous sommes et ce que nous voulons être en Europe. Il faut mettre en cause aussi les gens qui font bosser tous ces ouvriers polonais sur les chantiers, par exemple, et ça, on en connaît tous autour de nous. Forcément, si les autres le font et que vous ne le faites pas, vous le on a terminé. Juste un mot en France, il n'empêche que le manque d'inspecteurs du travail pour faire le contrôle effectif sur le territoire national est criant, et là, de ce point de vue-là, la révision générale des politiques publiques aura été un véritable massacre. Merci à tous les trois. La question du nouvelobs.com aujourd'hui, la France doit-elle tenir compte des avertissements de Bruxelles? Alors qu'ont répondu les internautes du Nouvel Obs? Ils ont dit oui, à 68%. Mais s'ils vous ont écouté, peut-être on verra que leur opinion évoluera. Et puis aujourd'hui, pour finir, sachez que c'était la deuxième journée de l'Amérique latine et des Caraïbes au Sénat, une initiative donc de la Haute Assemblée depuis 2 ans maintenant, une journée qui constituait le point d'orgue de l'année de célébration du bicentenaire des indépendances des pays d'Amérique. Et pour l'occasion, le jardin du Luxembourg, on le voit sous le soleil, a résonné des airs et des musiques sud-américaines. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk, et puis demain, Pierre-Henri Gergonne sera présent à 19h. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Pile et face, bonsoir.
aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds. Avant, c'était Nicolas Sarkozy qui affectionnait ce mot. Pourtant, dans cette campagne, c'est François Hollande qui l'a utilisé, comme d'autres mots d'ailleurs qui ont changé de camp. Alors, pourquoi ces emprunts? Comment résonnent-ils? Qui a emprunté quel thème et pour combien de temps? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ancien et le nouveau président. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat. La politique Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web, de décoder les stratégies des candidats sur le net. En 2 mots, je serai tout tweet pour rendre compte de vos conversations citoyennes sur les réseaux sociaux. La politique Sénat, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.